Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Jordanie, Irak, Afghanistan et Yémen, tous ces pays ont deux choses en commun. Premièrement, ils sont très pauvres. Deuxièmement, ils pratiquent tous l'islam. Quel que soit le pays musulman que nous prenons, à l'exception des pays arabes riches en pétrole et du Golfe Persique, leur principale différence avec les pays européens développés est leur extrême pauvreté. Si nous comparons leur PIB en moyenne, les pays musulmans sont en retard de 5 000 $ par rapport à la moyenne. Ce sujet est étudié depuis des siècles. De nombreux auteurs ont écrit des livres et des articles de recherche sur ce sujet, mais le plus souvent, la société se tourne vers deux théories. La première théorie affirme que la pauvreté des pays musulmans est due à leur mauvaise localisation, car ces territoires sont dominés par des zones montagneuses et des déserts. De plus, le climat est chaud et aride, ce qui frappe durement l'agriculture. Cependant, nous avons des exemples parfaits de pays économiquement développés et puissants tels que la Corée du Sud, Singapour et la Norvège, où l'agriculture est soit très difficile, soit impossible. La seconde théorie est liée au passé colonial, et cette théorie a également sa place, car les anciens empires ne se souciaient pas de leurs colonies, mais au contraire, essayaient de siphonner jusqu'à la dernière goutte du pays. Cela s'accompagnait généralement d'une attitude très cruelle envers la population locale, et souvent, toutes les tribus locales disparaissaient simplement. Bien sûr, on pourrait dire qu'il existe des exemples d'autres anciennes colonies avec d'autres religions, comme l'Inde, dont les économies ont été gravement handicapées et ralenties par le passé colonial, et sans aucun doute, le même ralentissement s'est produit dans les colonies musulmanes. Mais cela est une conséquence, pas une cause, de la pauvreté de ces pays. Les colonies étaient généralement soit des tribus anciennes, soit des États faibles et sous-développés. Si nous regardons le niveau du PIB mondial, les pays musulmans représentaient environ 10% du PIB total au Xe et XVe siècle, tandis que l'Europe traversait les périodes sombres. De plus, la ville la plus peuplée de la planète à cette époque était Bagdad, avec environ 1 million de personnes, et c'était aussi une ville musulmane. D'ailleurs, à Constantinople, au même moment, vivaient de 300 000 à 500 000 personnes, et elle était considérée comme la plus grande ville chrétienne. Les musulmans, pendant cette période, ont fait la plupart des découvertes scientifiques en algèbre, chimie, physique, médecine et autres sciences. Les pays musulmans avaient un commerce meilleur que n'importe quel royaume européen, et l'arabe était aussi populaire que l'anglais l'est maintenant. Comme vous pouvez le voir, même si ces pays étaient dominés par l'islam, ils faisaient partie des plus prospères. Apparemment, l'islam n'était pas un tel problème à cette époque. Mais alors, quel était le problème? Vous voyez, au XVIIIe siècle, le niveau du PIB mondial des pays musulmans avait chuté drastiquement de 10% à 2%. Cela nous dit une seule chose. Ces pays étaient devenus pauvres bien avant d'être colonisés. Mais que s'est-il passé entre-temps? Où et comment l'Europe a-t-elle surpassé les pays musulmans? L'islam est-il responsable de cela? Explique-t-il toutes les situations qui ont démarré il y a 500 ans? À l'époque de la domination musulmane, toutes les connaissances étaient principalement transmises oralement. Il y avait des livres, mais il n'y en avait pas beaucoup, et tout le monde ne pouvait pas se les permettre. Mais le temps a passé, et vers 1440, dans la ville de Mayence, en Allemagne, Johannes Gutenberg a inventé la toute première presse à imprimer. Après cela, le boom de l'impression de livres a commencé. En 1458, la presse est apparue à Strasbourg, en 1464 à Subiaco et une autre à Rome. Juste 3 ans plus tard, en 1468, la presse est apparue à Bâle, en Suisse. À la fin du XVe siècle, chaque pays européen avait sa propre presse à imprimer, et le niveau d'éducation a atteint des sommets sans précédent. Car les livres sont devenus bon marché et accessibles aux pauvres de la population. Qu'est-ce qui s'est passé? Le niveau d'éducation dans les pays européens est passé de 10% à une moyenne de 40%, mais en même temps, dans les pays musulmans, le pourcentage moyen d'éducation était de 2%. Mais pourquoi en était-il ainsi? Les pays musulmans n'avaient-ils pas assez d'argent pour des presses à imprimer? C'était autre chose. L'Europe avait besoin d'innovation, et ainsi ils ont accueilli la nouvelle presse à imprimer de Gutenberg à bras ouverts, même si cela signifiait des pertes d'emploi. Car tous les livres étaient autrefois copiés à la main. Les scribes auparavant respectés n'étaient plus nécessaires. Bien sûr, cela a conduit à des émeutes, mais tout le monde voyait beaucoup plus d'utilité pour une machine ingénieuse et pratique que pour la main-d'œuvre. À titre de comparaison, en 1450, il y avait environ 30 000 manuscrits en Europe, et en 1500, juste 50 ans plus tard, les machines de Gutenberg avaient imprimé, selon diverses estimations, entre 12 millions et 20 millions de livres. C'est 666 000% de plus que toutes les époques précédentes. Mais pourquoi les musulmans, même s'ils voyaient le succès des Européens,
n'ont-ils pas suivi leur exemple? En 1483, le sultan de l'Empire ottoman a imposé une interdiction de l'utilisation des presses à imprimer. Bien sûr, au début, cela a été expliqué par le fait que cela violait les lois du Coran sur l'impression de textes religieux, mais entre autres. Cela était dû au conservatisme des pays musulmans de l'époque, ainsi qu'au fait qu'ils avaient peur de perdre le contrôle du pouvoir. Après tout, une population éduquée est beaucoup plus difficile à contrôler, ce qui n'était dans l'intérêt de personne. En conséquence, alors qu'en Europe même les femmes avaient accès aux livres, et que dans les pays scandinaves, le niveau d'éducation atteignait 90%. L'Empire ottoman n'a introduit la première presse à imprimer qu'en 1727, mais avec des restrictions sur l'impression des textes religieux. Sans restriction, la première presse à imprimer est apparue en Égypte seulement en 1798, lors de l'occupation française. En raison de la croissance de l'éducation, les États européens ont fait de nombreuses nouvelles découvertes scientifiques, inventé de nouvelles technologies, mieux commercé, lancé la révolution industrielle et acquis de nombreux autres avantages liés aux connaissances, grâce auxquels l'économie des pays européens a commencé à croître rapidement. Mais ce n'était pas que les musulmans devenaient plus pauvres. Non, ils ne sont tout simplement pas devenus plus riches. En plus de cela, il y avait les restrictions islamiques sur les droits des femmes. Grosso modo, vous pouvez diviser la population en deux parties, car à l'époque, les femmes n'étaient pas autorisées à travailler ou à étudier. Elles étaient uniquement les gardiennes du foyer. Dans des pays comme l'Angleterre et l'Écosse, le pourcentage de femmes éduquées était d'environ 30 à 40%, aux Pays-Bas, déjà 40 à 50%, et en Suède, jusqu'à 50 à 60%. De plus, qui pensez-vous peut être éduqué par une femme qui n'a jamais lu un livre, jamais étudié et jamais travaillé? Il est peu probable que ce soit de nouveaux scientifiques exceptionnels, inventeurs ou dirigeants prospères de leurs États. Il existe également une loi en islam qui, au Xe siècle, n'empêchait en aucun cas les pays de croître et de se développer, mais avec le développement de l'industrie et de la population éduquée. La loi islamique sur l'héritage et la polygamie est devenue un grand obstacle à la croissance de l'économie dans les pays musulmans. Selon cette loi, tout l'héritage d'un parent est réparti équitablement entre tous ses héritiers et son entreprise est vendue. En conséquence, personne ne voulait créer une grande entreprise ou même une entreprise de taille moyenne, car dans tous les cas, après sa mort, elle serait mise en vente. C'est pourquoi il y a tant de petites entreprises dans les pays musulmans. Et comme nous le savons, la polygamie est autorisée en islam. De nombreuses épouses équivalent à de nombreux enfants, et donc chaque enfant reçoit très peu de ce que ses parents ont gagné. Ainsi, alors que les compagnies britanniques des Indes orientales avaient des centaines de personnes au conseil d'administration, les entreprises musulmanes, même les plus petites, avaient un maximum de 2 propriétaires. Pourquoi cela? Encore une fois, c'est à cause de l'islam. Si l'un des propriétaires d'une entreprise meurt, l'entreprise est vendue parce que l'héritage doit être réparti. C'est ce qui a effrayé les investisseurs. Personne ne voulait investir dans une entreprise qui pourrait fermer et où vous n'auriez aucun levier. De plus, si vous décidiez de devenir partenaire dans une entreprise musulmane, vous deviez accepter l'islam. Et comme vous le savez, à cette époque, la foi était très importante. Cela semble encore pire. Les entreprises sont petites et nourrissent à peine l'économie. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser des inventions et des découvertes modernes, et il n'y a pas de personnes suffisamment éduquées pour les utiliser. Mais il y a une autre raison directement liée à la pauvreté des pays musulmans de nos jours. C'est le système financier arriéré. Tout d'abord, alors que tous les pays d'Europe ont déjà introduit les lettres d'échange pour éviter de transporter de l'or et éviter les pirates et les voleurs. En effet, pourquoi voleriez-vous des marchands qui n'ont que des morceaux de papier inutiles? Les pays musulmans avaient également des lettres d'échange, et elles sont apparues même plus tôt qu'en Europe, mais elles étaient beaucoup moins efficaces et n'étaient pas en demande. Par conséquent, les navires musulmans transportaient leur argent à l'ancienne, dans des sacs d'or, et ils rencontraient souvent des pirates. De plus, l'islam interdit de percevoir des intérêts, ce qui signifie que personne ne pouvait contracter de prêts. Et comment votre économie et vos entreprises pourraient-elles croître sans soutien financier? Bien sûr, il y avait de nombreuses échappatoires que même les sultans eux-mêmes exploitaient. Par exemple, vous rachetez un tapis en demande pour 100 pièces et le vendez pour 150. Juste le client vous paiera progressivement. Donc cela ne comptait pas comme des intérêts et vous contourniez l'interdiction. Bien sûr, cela n'a pas sauvé le système bancaire et aucun crédit n'était populaire, ce qui a sévèrement freiné le développement de l'économie et la croissance des entreprises. Il y avait un autre problème important dans les pays musulmans qui appauvrit encore aujourd'hui les États, la corruption. Cela était particulièrement évident dans les tribunaux. Si un musulman et un non-musulman se disputaient, le musulman gagnait toujours. Si 2 musulmans étaient jugés,
le plus riche gagnait. De plus, la culture musulmane n'a jamais pris au sérieux les traités, accords et autres papiers sur lesquels les accords des parties sont fixés. Dans seulement 5% des cas, les tribunaux considéraient les documents joints au dossier. Au lieu de cela, les parties étaient tenues d'amener le plus de personnes possible pour prouver leur cas. Bien sûr, il n'était pas rare que ces personnes soient soudoyées, et tout revenait au fait que le musulman le plus riche avait raison. Aucun Européen n'aurait voulu traiter avec des commerçants musulmans dans un tel cas, car il aurait perdu, et il n'y avait rien qu'il pouvait y faire. Et cette attitude a également durement frappé les économies des États islamiques. Il y a un autre problème moins flagrant. Dans de nombreux pays musulmans, il y a eu et il y a encore une dictature. Il est évident pour tout le monde que ce format de gouvernement ne mène à rien de bon. Au lieu de développer leur population, les autorités encouragent les gens à chercher toutes les réponses à leurs questions dans le Coran. Votre femme s'est enfuie? Lisez le Coran. Vous n'avez pas d'argent? Cherchez une réponse dans le Coran. Il y a de l'inflation dans le pays et les prix sur les étagères du magasin changent tous les jours? Vous trouverez sûrement la réponse dans le Coran. Oui, vous ne le croirez pas, mais même en matière de gouvernance du pays et de construction d'une stratégie économique, ils se sont tournés vers le Coran. Le Coran a été écrit dans la première moitié du 7e siècle après Jésus-Christ, et peut-être que ces règles fonctionnaient très bien à l'époque. En jugeant par la façon dont les pays musulmans vivaient au 10e et 15e siècle, les règles du Coran fonctionnaient bien à cette époque. Mais le temps a passé, le monde a changé, et les règles qui ont été écrites au 7e siècle sont devenues obsolètes. Dans un nouveau monde, nous devions vivre selon de nouvelles règles, et les pays musulmans y résistaient, comme la presse a imprimé de Gutenberg. Mais quand ils ont commencé à voir à quel point le fossé entre eux et les Européens devenait énorme, ils ont été contraints de faire des changements dans les règles du Coran qui empêchaient leur pays de se développer davantage.